Lorsque l'on m'a proposé de venir vous parler d'écologie ici ce soir, je vous avoue que j'ai longtemps hésité. Je me suis dit, mais j'ai pas de connaissances concrètes sur le sujet. J'ai pas d'études à citer, j'ai pas de chiffres à donner. Puis je vous respecte trop pour vous faire un spectacle de marionnettes, parce que je suis une très mauvaise ventriloque. Et puis je me suis souvenue d'un recueil intitulé « Le développement de la personne » que j'avais étudié en psychologie, où l'auteur Carl Rogers disait « Ce qui est le plus personnel est le plus universel ». En plus clair, ça signifie que c'est lorsque l'on parle des détails, de l'intime, de l'unicité d'un parcours, qu'en réalité on parle de tout le monde, à tout le monde. Alors j'ai pensé à mon parcours, à celui d'une enfant frustrée, à une adolescente surconsommatrice, puis à une adulte plus consciente. En plus théorique, comment je suis passée de l'ignorance des problématiques climatiques à une écologie individuelle, puis collective. En plus métaphorique, si vous préférez, comment je suis passée de bourgeon à arbre, puis forêt. En parlant de forêt, j'ai grandi dans la vallée de Chevreuse, un endroit très privilégié au sud de Paris. De la verdure, des beaux villages, un très bon système éducatif et des familles aisées. Toutes ? Non. Une famille peuplée d'irréductibles prolétaires résistait encore et toujours à l'envahisseur. Je pense que vous avez compris, c'était la mienne. Ce qu'il faut saisir, c'est que j'ai très vite vu qu'il y avait des différences entre mes camarades d'école et moi. On n'avait pas les mêmes vacances, pas les mêmes jouets, pas les mêmes vêtements. Et j'ai un sentiment d'injustice qui a grandi en moi et qui s'est même progressivement transformé en colère. Et à ce moment-là, je me suis fait une promesse, que lorsque je serai grande, moi aussi, j'achèterai tout ce que je pourrais, et même ce dont je n'aurais pas besoin. Eh bien, devinez quoi ? C'est exactement ce que j'ai fait. Quand je suis devenue indépendante financièrement, j'ai fait du shopping toutes les semaines. J'achetais des tonnes de maquillage pas cher sur Internet et j'avais une 50aine de paires de chaussures à talons, alors qu'en vrai, je ne savais pas hyper bien marcher avec. Enfin, j'avais tout, comme mes camarades de l'époque. Mais il y avait un truc qui clochait. Moi qui avais tant attendu tout ça, moi qui avais tant rêvé de tout ça, et bien maintenant que c'était là, je ne me sentais pas complète. Je dirais même plus, j'avais l'impression que plus je possédais, et plus je me sentais vide. Mais alors, on m'avait menti. On m'a toujours dit que c'était ça la réussite, que c'était ça l'objectif. Si c'est pas ça, alors c'est quoi ? Je devais me rendre à l'évidence, j'allais devoir me poser 2-3 questions sur ma conception du bonheur. Mais comme je suis une grande enfant, j'ai eu envie de le faire sous forme de jeu. Parce que la remise en question, ok, mais de manière ludique, s'il vous plaît. Alors j'ai décidé de me lancer un défi par an, dont le but serait de me priver, pendant une année, d'une habitude pour constater la place qu'elle prenait dans ma vie et surtout de voir si j'étais capable de vivre sans elle. En 2015, j'ai fait 1 an sans fast-food. Au début, c'était clairement pour ma santé, et puis je me suis renseignée sur l'industrie agroalimentaire derrière. À la fin de cette année 2015, je suis devenue végétarienne. En 2016, j'ai fait 1 an où je n'ai pas acheté de vêtements. Au début, c'était clairement pour une question de place dans mon logement, et puis je me suis renseignée sur l'industrie textile derrière. À la fin de cette année 2016, j'ai vendu les 3/4 de ma garde-robe et je n'ai plus jamais remis les pieds dans une grande enseigne. En 2017, j'ai fait 1 an où j'ai ramassé tous les déchets sur mon chemin. Au début, c'était clairement pour améliorer mon environnement visuel proche, et puis je me suis renseignée sur l'industrie plastique derrière.
À la fin de cette année 2017, je me suis juré de ne plus participer à ce tsunami jetable. Et c'est ainsi qu'en 2018, j'ai fait mon dernier défi, ou mon premier, selon comment on le voit. 1 an sans produire de déchets. Armée de livres, de conférences, de comptes Instagram, je me suis lancée. J'ai acheté des sacs en tissu, j'ai fait mes courses au marché, j'ai acheté en vrac, je suis passée aux cosmétiques solides, bref, je suis tombée dans la marmite du zéro déchet. Et petit à petit, mes engagements ont même rayonné encore plus grand. J'ai boycotté les multinationales, j'ai arrêté de prendre l'avion, j'ai changé de voie professionnelle et je me suis même embrouillée avec des gens de ma famille, comme toute bonne personne qui se remet en question. Et c'est ainsi que par des défis un peu égoïstes et un peu lancés sur un coup de tête, à la fin de l'année 2018, tous mes déchets rentraient dans un bocal grand comme ça. Et là, c'est le moment où vous vous dites « Ah, c'est après tout ce cheminement qu'elle s'est sentie complète ». Eh bien, on risque de vous décevoir, pas vraiment. Et j'ai mis un moment avant de comprendre pourquoi. Il y a 2 raisons à ça. La première, c'est que j'ai réalisé que toutes mes avancées écologiques individuelles étaient intimement liées à l'augmentation de mon niveau de vie. Quand j'étais plus jeune et que ma préoccupation principale, c'était comment on va payer le loyer à la fin du mois, savoir ce que ma bouteille en plastique allait devenir, c'était un peu le dernier de mes problèmes. À mesure que j'ai eu plus de temps, plus d'argent et moins de charge mentale, j'ai pu enfin me poser des questions qui dépassaient ma propre survie. Et la deuxième raison, c'est que j'ai lu une étude du cabinet Carbone 4 de 2019, dans laquelle il était écrit que si individuellement on était hyper engagé, eh ben on réduirait notre empreinte carbone de 25%. Alors 25%, c'est super, hein ? Mais le reste ? Si même lorsqu'on est presque héroïque, ça ne suffit pas, alors à quoi ça sert ? C'est pour ça que je ne me sentais pas complète. Parce que j'ai compris qu'on ne pouvait pas tous être écolos. Et que même si c'était le cas, eh ben ça ne suffirait pas. Là, je vous avoue qu'à ce moment-là de ma vie, j'ai eu envie d'acheter un 4x4 et d'aller cramer de l'essence partout. Parce que foutu pour foutu, autant se faire plaisir, tu vois. Mais j'avais un problème principal. C'est que j'ai pas le permis. Donc il fallait trouver une autre solution. Et comme toute personne un tantinet désespérée, j'ai eu besoin de parler. Donc j'ai commencé à lancer la discussion avec des amis, j'ai rejoint des associations, j'en ai parlé sur Internet, bref, j'ai vidé mon sac pour éviter de couler. Et par ces échanges, j'ai su que ce que j'avais ressenti, quand j'avais eu envie de cramer de l'essence partout, ça porte un nom. Ça s'appelle l'éco-anxiété. C'est le terme que l'on a donné pour désigner toutes les angoisses qu'on peut tous et toutes ressentir quand on pense au changement climatique. Et non seulement j'ai appris que je n'étais pas la seule à le ressentir, mais qu'en plus j'étais capable de dépasser ça. Et en vrai, la solution, elle est venue presque instinctivement. Parce qu'à force de ressasser ensemble nos questions, nos avancées, nos limites, eh ben on a créé de l'énergie. Et cette énergie elle est devenue concrète, salvatrice. En fait, cette énergie nous a donné envie d'agir ensemble et d'agir sur le terrain. Et puis, il suffisait d'ouvrir un tout petit peu les yeux pour se rendre compte qu'il y avait déjà des choses qui existaient. Les composts de quartier, les jardins partagés, les marches, les maraudes, les actes de désobéissance civile. D'autres, avant nous, avaient fait ce cheminement. D'autres, avant nous, avaient combattu l'anxiété en se bougeant. Et on a pu voir que ça fonctionne. Je pense notamment à la ville de Détroit, qui est devenue un exemple d'agriculture urbaine locale une fois que les entreprises sont parties après la crise. Ou la ville de Famatina, en Argentine, où depuis 15 ans, ses habitants et ses habitantes tiennent tête au gouvernement et ont pu faire interdire 5 projets de mines d'or. Et puis en France aussi, où suite à la pétition L'affaire du siècle en 2019, qui avait réuni près de 2 millions de signatures, pour la première fois de l'histoire, l'État français a été condamné pour inaction climatique.
c'est là. C'est là que je me suis sentie complète. Non pas en achetant tout ce que je voulais, non plus en adoptant un mode de vie individuel radical, mais en sortant de ces deux visions, l'une consumériste et l'autre classiste. C'est en rencontrant d'autres humains et en ayant envie de faire des choses avec eux. Alors la question qu'on peut se poser après tout ça, c'est du coup, est-ce que les petits gestes servent à quelque chose? Moi, j'aurais tendance à dire oui. Parce que certes, on ne sauvera pas le monde en triant nos déchets ou en achetant nos fruits et légumes chez le petit producteur. Mais je pense que ces petites actions du quotidien peuvent nous mener vers des réflexions beaucoup plus grandes. Parce que si on fait marche arrière dans tout ce que je vous ai raconté, c'est parce que j'ai arrêté de manger des burgers en 2015 que ce soir je suis face à vous. Alors j'ai envie de vous poser la question. Quel sera votre défi, un peu égoïste et un peu lancé sur un coup de tête, qui changera votre vie et peut-être le monde avec? Merci. Merci. Merci.